Hello tout le monde, hello, hello, bienvenue dans l'Alliance Pacifique pour une nouvelle conférence aujourd'hui avec Elena Danan qu'on va accueillir dans 2-3 minutes. J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez, de où vous êtes connectés sur cette belle planète. Il y a beaucoup de monde. Agnès, Chris Esson, Tricia, hello Tricia, Catherine, Corinne, Anna, Barbara, hello, hello, Mylène, Céline, Barnabé, Dani. Et tous les autres, déjà pratiquement 200 personnes, bienvenue à tous. Merci pour les partages avant de commencer. Et oui aussi, je voulais, donc aujourd'hui, je vais mettre le petit truc ici en bas, c'est l'histoire de la planète Terre. Et la semaine prochaine, le 24 janvier, on va pas juste fêter mes 40 ans, mais ça va être aussi la partie 2 avec Elena, où on va parler des contacts galactiques de Elena. Donc elle va nous partager tout cela. Sinon, je voulais aussi vous parler rapidement de calendrier de l'Alliance Pacifique vient d'être publié hier sur alliancepacifique.podia.com. Et vous pouvez aussi le retrouver sur le groupe Facebook de l'Alliance Pacifique. Donc, il y a des conférences, il y a des ateliers, des soins comme chaque mois. Donc, vous pouvez aller voir ça. Et j'ai aussi créé un nouveau blog, un média qui s'appelle Révélation. Donc, vous pouvez aller voir énergie quantique, monde galactique, multidimensionnalité, révélation avec un S, point média. Donc, allez voir ça pour votre lecture quotidienne. Hello, hello à tous. Salut Nathalie, Rosanna, Rosalie, Flavia, hello, hello. Parfait, on va accueillir notre invité. C'est parti. Salut Elena. Salut Arnaud et bonjour tout le monde. Hello, hello, content de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu fais rarement des choses en français, alors je suis content et je pense que les personnes aussi qui sont présentes sont contentes de t'entendre en français. Bah oui, je n'ai jamais le temps de faire des vidéos en français, donc là c'était l'opportunité pour le public français de m'exprimer, de partager des informations en français. Merci Arnaud. Merci à toi. Et merci à tous aussi pour votre présence, vos partages, vos commentaires. On va prendre quelques questions si on a le temps aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Il y a Annie et Rosalie qui vont me les envoyer. Merci à vous. Et la semaine prochaine, avant de commencer, donc on va être pour la partie 2, mercredi 24 janvier, les contacts galactiques. Euh, donc, c'est deux sujets qu'on avait choisis, que je trouvais intéressants aussi. Et comme tu le dis sur ton site web, qui est d'ailleurs elenadanan.org, donc allez la suivre sur sa chaîne YouTube, sur son site web. Tu dis justement tes communications avec certains êtres galactiques ne sont pas de la canalisation, mais via des technologies ou des rencontres physiques. Euh, je l'ai bien dit, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ce que les gens ont tendance à oublier. Euh, il faut il faut connaître mon histoire en fait. Mon histoire commence en 1900, dans les années 70. Je ne vais pas dire mon âge. J'étais une petite fille j'ai été enlevée par des grilles et sauvée par la Fédération Galactique. Et depuis ce moment-là, j'ai communiqué avec un implant communicateur technologique euh, avec les gens de la Fédération Galactique, mes sauveteurs et mes amis. Et j'ai découvert après ma famille d'âmes plus tard. Et aussi par contact physique. Voilà, il se téléportait dans ma chambre. Toute ma vie, ça a duré, hein, 2-3 fois par an, où il m'emmenait à bord d'un vaisseau. C'était physique. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours eu des contacts, des communications ou des contacts physiques. Donc, je veux bien faire la différence parce que c'est très, très important. C'est contact direct, sans intermédiaire. Ok. Ouais, c'est une grosse différence avec certaines informations qui arrivent via des canaux et après, on ne sait pas toujours ce Oui, qui est vraiment derrière ce canal. voilà. C'est ça un peu qui peut mélanger les informations sur Internet, quoi. Voilà, voilà.
à ce sujet-là, je sais que c'est pas le sujet de ce soir, plutôt celui de la semaine prochaine, mais vite, quand il y a des informations conflictuelles qui sont dues à des canalisations douteuses, personnellement, je recommande de ne pas s'en prendre aux canaliseurs, aux gens, parce que c'est pas leur faute en fait. Hein. Ce sont des gens qui sont victimes en fait de manipulation de certaines entités, hein, parce que quand on fait la canalisation sans trop savoir, donc il faut pas vraiment attaquer les gens. Oui, mais t'as menti. Non, la personne est sincère. C'est juste ce qu'il y a derrière, c'est pas qui donne l'information. Vous voyez, ça, je veux préciser ce point, de ne pas s'attaquer les uns les autres, de comprendre ça. Ouais, c'est parce que c'est vrai que dans ce monde-là, il y a beaucoup de guerre, de dualité en fait, et ouais, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de leur jeu. Enfin, voilà, Ouais, de leur jeu, c'est ça. leur jeu. On peut en reparler en détail la semaine prochaine, puisqu'on va parler de mes contacts. Donc, voilà. Parfait. Donc, moi, j'avais acheté ce livre-là parce qu'en fait, je t'avais invité pour deux rendez-vous, deux conférences dans l'Alliance Pacifique il y a bientôt 3 ans. Et j'avais acheté ce livre-là qui m'avait beaucoup plu, Le don des étoiles, Guide des mondes extraterrestres par Elena Danaan. Et donc, bah, justement, pour les gens qui ne te connaissent pas, donc tu as été enlevé à l'âge de 9 ans par des extraterrestres de Zeta Reticuli et de ton sauvetage par des êtres bienveillants de la Fédération Galactique. Et tu gardas toute ta vie contact avec ces derniers, notamment un jeune pléiadien avec qui un lien particulier se développa au fil des années. Je lirai pas tout le texte, mais vous retrouvez en fait ce livre-là, tu en as écrit d'autres, il me semble, hein, ils sont tous disponibles sur ton site. Sûrement tous disponibles sur mon site ou sur Amazon. Voilà. Et la plupart sont traduits en français. Celui-ci a été traduit en français. J'écris d'abord en anglais pour toucher le plus large public possible au niveau mondial. Et après, en second temps, je fais une traduction française. Donc voilà, je m'excuse auprès de la communauté francophone, mais c'est dans un souci de divulguer l'information plus vite et plus largement possible. Voilà. Super. Donc, bah, j'ai déjà mentionné on peut commencer sur le sujet. J'ai déjà mentionné que les gens ils peuvent te retrouver sur ta chaîne YouTube et ton site web si les gens te découvrent je pense que tu as une chaîne. Ah oui, tu as une chaîne YouTube francophone aussi. Oui, voilà, j'ai deux chaînes. J'ai une chaîne YouTube Elena Danaan officielle, c'est en anglais, et 144 000 abonnés, c'est incroyable. Et j'ai une chaîne, voilà, et j'ai Elena Danaan France, où il y a moins de choses, mais il y a les vidéos en français. Voilà, il y a aussi Corinne Huet, Huey, qui traduit mes vidéos en français sur sa chaîne. Corinne Huet, Huey, si vous voulez aussi checker ça. Elle fait un gros travail. Parfait. Merci beaucoup pour tout ça. Donc, pour commencer sur le sujet de l'histoire de la planète Terre, euh, ça a commencé il y a longtemps. Et c'est sûr que notre temps est limité aujourd'hui parce que tu es très occupé. Est-ce que tu veux commencer par le début? Je ne sais pas si c'est vraiment avant que la vie intelligente arrive sur Terre ou avec les Anunnaki, ou tu veux commencer par où? Je vais commencer dès le début. Je vais présenter le fil conducteur, le résumé. Après, je peux répondre aux questions, s'il y a des questions. Voilà. Donc, pourquoi l'histoire de la Terre, la véritable histoire de la Terre est cachée, a été cachée aux populations? C'est parce que au sein de la véritable histoire de la Terre, il y a les clés pour comprendre ce qui se passe en ce moment au niveau de l'esclavage humain, les manipulations par les organisations de l'ombre, etc. Il y a plusieurs, on va dire, personne ne sait exactement, mais à peu près 100 millions d'années, il y a 100 millions d'années, peut-être un peu plus, hein, ça c'est une large date, sur la Terre arrivent des nagas reptiliens de la constellation Draconis, cette zone là-bas, d'Alpha Draconis.
Ces nagas reptiliens trouvent cette planète avec un stade très primitif de vie. Ils décident de s'installer, il n'y avait personne, pas de culture, pas de civilisation. Allez, on va se la prendre pour nous. Ils commencent à la terraformer pour en faire un monde qui va devenir adapté à un environnement pour les reptiliens. Donc, ils commencent à terraformer la planète, à modifier son environnement. Et c'est comme ça qu'on va avoir tous les dinosaures, les grands reptiles qui vont se développer parce que l'environnement sera beaucoup plus propice au développement de tout ce qui est reptilien sur Terre. C'est pour cela que les reptiliens, quelquefois, disent on était les premiers sur Terre, la Terre nous appartient. C'est pour cette raison-là. Ce qui n'est pas vrai. Enfin, c'est vrai qu'ils étaient là en premier en tant qu'extraterrestres, mais la Terre leur appartient pas. Elle appartient aux bestioles de la Terre, tu vois. Après, tout ce qui s'est développé, les humains, etc., les vies indigènes de la Terre. Enfin bref, 65 millions d'années, donc on avance dans le temps, 65 millions d'années arrive un groupe de scientifiques qui est un composite de plusieurs cultures, de 24 cultures, donc c'est des représentants de 24 différentes cultures. On les appelle maintenant The Seeders, les Seeders, The Watchers, je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. Ils font partie de la Fédération intergalactique, la Confédération intergalactique, pardon. Alors, la différence, je fais un petit entre parenthèses, la Confédération intergalactique est une organisation, une fédération qui réunit des représentants de plusieurs galaxies. Ça rassemble des galaxies et ils voient ça, ils voient ce qui se passe sur Terre et ils se disent non, mais ces reptiliens n'ont rien à faire, ils sont en train de détruire cette planète, on va la refaire, la remettre, la reterraformer comme elle était à l'origine et donner chance à toute forme de vie de se développer naturellement. C'est ce qu'ils font. Alors ce groupe de scientifiques intergalactiques, eux, ils se baladent dans l'univers et ils aident la vie. Ils supportent la vie, ils vont semer la vie sur un monde qui a été dévasté, par exemple. Ils vont protéger le développement de la vie à une culture primitive, sur une planète qui est en danger. C'est ce qu'ils ont fait sur Terre. Ils ont éjecté les nagas reptiliens. Beaucoup d'entre eux se sont réfugiés sous terre et ils sont restés jusqu'à ce jour. Et ils n'ont pas fait trop de chahut. Hein. C'est ceux qui sont revenus de l'espace après qui ont fait du chahut. Mais ceux-là, les anciens nagas, ils n'étaient pas si agressifs que ça. Finalement, ils se sont blindés, tu vois, mélangés plus tard aux civilisations de l'intraterre. Et bon, ceux-là, oui, ils ont commencé à faire partie des civilisations de l'intraterre. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Les Seeders, ce groupe de 24 scientifiques, arrivent, ils reterraforment la planète, ils essaient de virer les reptiliens, tout en surface, tous ceux de la surface. Et ils redonnent une chance à la vie. 65 millions d'années, ils redonnent une chance à la vie. Et puis ils reviennent régulièrement. C'est pour ça qu'on les appelle the Watchers, ceux qui regardent, voilà. Et au fil des millions d'années, au fil du temps, ils vont observer la vie se développer et à partir d'un moment, il va y avoir une petite créature qui était un lémur. Ils vont se dire, voilà, on va aider cette planète, on va faire une expérience pour booster la vie sur cette planète. Et ils ont, avec ce petit lémur, ils ont inséré des clés génétiques de 10 différentes races extraterrestres intergalactiques. Et au fil des millénaires, des centaines de millions d'années, a commencé à se développer les premiers humains. Voilà. Les humains se seraient développés de toute façon, mais beaucoup plus lentement et différemment. L'humain terrien. La préhistoire a commencé à ce moment-là, avec voilà. Ces mélanges génétiques, ok. Voilà, là c'était déjà, oui, voilà, il y a assez longtemps, entre 65 millions d'années et 500 000 ans, c'est là où ça s'est passé vraiment. Tu vois, alors, ils font pas une expérience comme ça d'un coup, puis après ils s'en vont. Non,
font petit à petit en accordance aux lois naturelles de l'évolution. Et puis ils sont repartis. 400 000, alors il y a 400 000 ans, enfin 372 000 ans, arrive ce qu'on appelle l'expédition des Anarim, on les appelait plus tard les Anunnaki. Ils arrivent de Sirius B, et cette expédition, c'était à bord d'un vaisseau qui s'appelle Nibiru. Alors, encore une autre parenthèse, Nibiru est un vaisseau spatial, ce n'est pas une planète. Il y a beaucoup à dire là-dessus, pour faire une émission là-dessus. Ils arrivent, 372 000 ans, et en fait, c'était... Comment résumer ça? Je peux développer plus tard, mais ils avaient en mission de prendre la Terre comme territoire pour l'Empire Anar, dirigé par Anu. À son bord, il y avait 2 princes héritiers, ceux qu'on connaît par Enki et Enlil. Enki était le généticien, le commandant du vaisseau, c'est lui qui avait créé le vaisseau, donc fabriqué le vaisseau. Donc il était là pour veiller au grain, pour regarder un peu ce qui allait se passer. Tandis que Enlil, lui, était le chargé de mission. Il allait prendre possession de la terre pour Anu, le père. Alors Enki et Enlil sont tout à fait différents. Ils ont le même père, l'empereur Anu, mais Enki a une mère humaine, Anunnaki, et Enlil a une mère reptilienne, Siccar, actuellement, pas Anunnaki. Donc, des gens complètement différents. Ce qui s'est passé, bon, ils ont amené leurs travailleurs, les Igigi, pour travailler, pour prendre les ressources et envoyer à l'Empire. Mais au bout d'un moment, les Igigi se sont rebellés. Ils ont dit, on en a marre, on arrête. Et alors là, il y a un problème. Et Enlil a dit, ces petits hominidés là qu'on appelle les têtes noires, qui courent partout, là, on va les utiliser pour tirer les ressources. Mais bon, ils sont pas très efficaces. Hein. C'est très difficile à organiser. Hein. Déjà, les terriens râleurs à l'époque, très difficile à organiser. Il faudrait là, un peu les asservir, là, les idiotiser un peu, voilà, les endormir un petit peu là. Et manipulation, ouais. Voilà. Donc Enlil a commandé à l'équipe de généticiens dont Enki était à la tête. Ils ont dit, mais voilà, maintenant, il faut que vous, les généticiens, vous débrouillez avec ces petites créatures pour en faire des super soldats, pas des super soldats, mais des super humains avec un petit cerveau, des gros bras et qui sont très obéissants. Et Enki, il a fait, mais non, on fait pas ça, c'est pas possible. On booste l'évolution, c'est sympa, mais on la régresse pas. On fait pas ça. C'est pas éthique. Et Enlil l'a menacé et finalement, Enki avait le choix soit de partir, de repartir, soit de rester là et de le faire. Il a choisi de le faire parce que comme ça, il pouvait garder un œil sur ce qui se passait. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a grugé Enlil. Quand il a eu ses premiers sujets humains sur ces tables du laboratoire génétique, bon, tout se fait holographiquement, il n'y a rien de chirurgical, hein, c'est tout holographique, la technologie. Il a vu l'ADN tout d'un coup de ces gens-là, et il s'est dit, mais c'est de la bombe, ils ont des clés génétiques de différentes races. Originalement, c'est 12 brins, originalement, pas 2, c'est ça? Alors, c'est deux cordes. C'est toujours 2 cordes, l'ADN, c'est toujours 2 cordes. Mais chaque corde peut être composée de multiples cordes, tu vois. Donc, toujours 2 cordes. Tu peux avoir des cordes à 6 cordes intérieures, tu vois, mais ce sera toujours 2 spirales. Parce que c'est un moteur, la conscience, c'est comment dire, l'ADN. C'est un moteur, ça connecte la conscience à l'univers, c'est un émetteur radio, mais c'est un émetteur de fréquence, et c'est comme une dynamo, si tu veux, c'est 2 coils,
de coils, je ne sais pas comment traduire ça, qui sont… C'est d'ailleurs peut-être de là que les moteurs à énergie libre, ils ont été inspirés, voilà, parce que tout oui, s'inspire de la nature. c'est ça, c'est comme ça que ça marche dans l'univers. C'est tout à fait de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et c'est des lois cosmiques, c'est des lois universelles, donc ça marche pour tout. Voilà, donc l'ADN est à deux cordes. Et après, bon, combien il y a de différentes strands, comment dire, liens, brun, merci, génétique, dedans, après, ça dépend, tu vois. Et ces manipulations génétiques ont été faites, j'imagine, dans leur vaisseau ou quoi que ce soit, mais par la suite, si on avance dans le temps, juste pour ce sujet-là, j'imagine que maintenant, ça se fait peut-être aussi dans les vaisseaux, mais aussi dans des bases souterraines, parce que je sais qu'apparemment, il y a beaucoup de niveaux, et plus tu vas bas dans les niveaux de bases souterraines, plus il y a des manipulations génétiques qui se font et tout ça, des tests. Oui, tout ça avait lieu jusqu'en 2021, où tous les bases, enfin, ça s'est vraiment terminé en moitié de l'année 2022, où toutes les bases souterraines avec les aliens régressifs ont été nettoyées, évacuées, et aussi ils ont été complètement chassés de notre système solaire. Mais effectivement, bon, ça c'est une autre histoire. Ça c'est un autre groupe d'extraterrestres, c'était des grilles, des Nebu qui faisaient ça. Voilà, mais pour rester dans le fil de l'histoire avec les Anunnaki, donc Enki s'est dit, je vais pas les altérer, je vais les activer. Donc lui et son équipe de généticiens ont activé l'ADN humain. Et c'est comme ça qu'a été créé, on va dire Adam et Ève, oui, mais c'était pas les premiers, c'était la perfection après des essais, et toute la lignée de génétique des patriarches, Jésus, etc. Ça, on dit que c'est une lignée royale. Et pourquoi? Et parce que Enki a mis de son ADN dans leur système pour les booster, et faire tout péter les clés, pour que ces gens soient activés et en pleine puissance, quoi. Alors, quand Enlil a su ça, il était furax. Il a voulu tuer les sujets de l'expérience. Enki a réussi à les faire échapper sur Terre, à les protéger. Cette lignée secrète s'est développée, des descendants, tout ça. Maintenant, ils sont pleins sur Terre. Peut-être que même certains de vous, certainement, sont des héritiers de cette lignée. Et après, bon, à part tuer tout le monde, c'est ce qu'Enlil a essayé de faire au bout d'un moment. Ça, c'est les anciens textes. C'est pas seulement, je sais ça par mes communications physiquement avec Enki, puisque je communique physiquement avec lui, mais c'est aussi corroboré par des anciens textes. Tous les mythes du flood, aide-moi, flood, le cataclysme qui s'est passé 9000 inondations, ouais. Non, voilà, 2600 ans. Tu retrouves ça dans l'Enuma Elish, les textes sumériens Enuma Elish, Atrahasis, la Genèse d'Eridu, les textes grecs anciens, Platon, Aristote, il y a les textes égyptiens aussi, il y a plein de corroborations. Tout le monde raconte la même histoire, que le dieu Thunder God, le dieu tonnerre, Enlil, commandant du ciel, commandant des armées, en plus, c'est son nom, Enlil, c'est ce que ça veut dire, a voulu détruire la terre parce que les humains étaient trop bruyants. Alors tout ça, c'est le symbolisme, mais aussi, donc c'est Enlil qui a voulu détruire. Il a envoyé un gros astéroïde se cracher dans le calotte polaire nord. Et ça a fait une inondation, une vague terrible, et des cataclysmes horribles. Et c'était en 9600 avant Jésus-Christ. C'était là où on voit la chute d'Atlantis. Voilà, c'était à ce moment-là, et des cataclysmes. Ça a duré
assez longtemps, assez longtemps, pour plusieurs générations, la Terre était invivable. Les gens se sont réfugiés sous terre. C'était horrible, hein. C'était vraiment catastrophique. Et c'est à ce moment-là qu'on voit aussi. On voit beaucoup de cités construites sous terre où les gens sont allés se réfugier aussi, hein, notamment dans l'est de la Turquie, le nord de la Mésopotamie. Est-ce que c'est là aussi où, je pense des habitants de l'Atlantide et peut-être une partie de la Lémurie aussi sont allés sous Shasta avec Télos, la cité Télos? Alors, la Lémurie, oui, avait déjà commencé à... ils étaient déjà en fin de civilisation, mais ils ont été complètement nettoyés aussi. Alors, sous le mont Shasta, Télos, c'était des colons de Alpha Centauri, des Télosiens. Hein, c'était la civilisation qui était là, c'était des colons, parce que après les Anunnaki, il y a eu plein d'arrivées. Il y a eu des gens des Pléiades, des systèmes d'Alpha et Proxima Centauri, il y a eu Vega, il y a eu Procyon, il y a eu plein de gens. Ils sont tous venus, et même les Seeders, ils sont revenus aussi. Donc il y avait un mishmash de colonies extraterrestres à ce moment-là. Ils faisaient la guerre entre eux pour des guerres de territoire. C'était assez dur. Alors, sous le mont Shasta, oui, ce sont des Télosiens, sont de la planète Télos, Alpha Centauri. Ok. Je regarde un peu les questions. Les reptiles mammifères étaient-ils là avant l'arrivée des reptiles draconiens ou est-ce que c'est le contraire? C'est ça, ils étaient là. C'était les Nagas qui sont arrivés à peu près il y a 100 millions d'années, qui se sont réfugiés sous terre. C'est pour ça que les Nagas, dans les histoires, on les voit notamment en Asie, dans toute la région de l'Asie. Les Nagas n'ont pas forcément mauvaise réputation, hein. Dans certaines régions, les gens ont contact avec des horribles reptiliens qui mangent les enfants, qui font des dégâts. Et dans d'autres régions, ils auront contact avec des branches de ces Nagas qui sont très spirituelles et qui sont inoffensifs. Donc ça dépend. Alors les reptiliens hargneux, on va les appeler comme ça, c'est les Sicars. Ils viennent du même endroit. Alpha Draconis, mais il y a aussi Beta Draconis, Sigma Draconis, c'est tout un empire qui est là-bas. Ceux-là, ils arrivent en 2 fois, 20 ou 25 000 avant Jésus-Christ. C'est quand qu'il y a eu le Grand Conseil? Je crois que c'est en 23 000 avant Jésus-Christ, je crois. Je ne sais plus les dates. J'ai tout mis dans mon livre, The Seeders. Ils reviennent, ils arrivent, les Sicars, et ils renouent avec leur ancienne colonie de Naga. Ils disent, hey, bon, alors vous devez bosser avec nous pour conquérir la Terre. Les Nagas disent, ouais, ben non, ben en fait, nous, on était là, on était bien, quoi. On n'a pas trop envie de se quereller encore avec ces autres extraterrestres-là qui sont beaucoup mieux armés. Alors, il y a eu, bon, certains Nagas ont collaboré avec les Sicars, mais pas tous. Les Sicars sont chassés par la Confédération intergalactique un peu plus tard, et là, ils reviennent à l'époque moderne, je dirais, il y a pas si longtemps. Hein. Ils reviennent, ils renouent avec leur ancienne colonie déjà restée là. Et alors là, c'est là où vraiment ils se sont alliés aux Anunnaki pour vraiment commencer à contrôler la population d'une manière plus sérieuse, parce que la population se développait en technologie et ça devenait plus intéressant pour le business. Donc voilà, les Sicars sont revenus plus tard. Et alors les Gris sont arrivés dans les années 40 sur Terre. Les Gris, les Nebu ou les Dominion, ils étaient basés dans la nébuleuse d'Orion et tous les systèmes autour, Bételgeuse, notamment Rigel, c'est deux principaux. Eux ont voulu conquérir la galaxie, ils ont fait beaucoup de dégâts et ils ont voulu aussi conquérir la Terre. Eux, ils l'ont fait d'une manière plus succincte, parce que les Gris sont une intelligence assez supérieure aux reptiliens et ils vont pas rentrer dans le tas comme ça, ils vont manipuler, ils vont aller derrière les scènes et ils vont manipuler les gens. Et le but, c'est de faire en sorte que les peuples à conquérir concentrent à être conquis d'eux-mêmes.
Voilà, comme ça, ils n'ont pas la Fédération Galactique sur le dos, parce que la Fédération Galactique veille à ça, au respect du libre arbitre. Alors, quand le libre C'est comme arbitre... un peu, est-ce que c'est comme un peu ce qui se passe depuis un moment dans l'humanité où on nous montre les faits, par exemple dans des films, dans des choses comme ça, pour nous divertir, mais en fait, c'est un peu pour avoir notre approbation. Ah oui, ah oui, tout à fait, tout à fait. Netflix et Hollywood, hein, ils sont très, très forts pour ça. Bon, Hollywood, on sait comment c'est mauvais, Mhm. c'est vraiment, Mais Netflix aussi, hein, le fondateur de Netflix, c'est un ancien directeur de la CIA quand même, hein. Et, ils utilisent les méthodes qu'ils savent utiliser pour, alors oui, voilà, pour présenter un narratif. Si tu regardes un film, par exemple, où tu as les extraterrestres vont envahir la Terre et détruire tout le monde, si tu regardes que des films comme ça, parce qu'il n'y a que ça sur Netflix, hein, tu vas créer ta réalité. Parce qu'il y a un truc que ces organisations à alphabet, comme on dit, les organisations de l'ombre, une chose qu'ils savent très très bien et que pratiquement pas personne, mais très peu de personnes de la population savent, ce qu'ils savent, c'est que c'est le pouvoir humain, le pouvoir de la conscience, le pouvoir de manifestation de l'humain. Parce qu'on est créateur, en fait. Voilà. Ils nous utilisent pour créer qu'est-ce qu'ils veulent, en fait. Voilà, exactement. On devient leurs outils pour créer la réalité. Voilà. Voilà. Chaque pensée émet une onde électromagnétique d'une certaine fréquence. C'est une vague porteuse. Okay, et cette vague porteuse va intercepter le réseau, le réseau de la matrice de la réalité, ce qui est une matrice holographique. Si c'est juste une pensée genre je me sens bien, tout ça, ça va, ça. Mais si cette pensée, cette onde porte une information particulière, genre nous allons tous nous autodétruire, les aliens vont tous nous tuer, et ben on va imprimer ça dans la matrice, ok? Et ça va faire écho à créer un événement en fait. On crée. Et pourquoi on est créateur comme ça, les humains? Parce que il n'y a pas que les humains, il y a toutes les créatures dans l'univers. Mais je veux dire, les humains de la Terre, avec le panel génétique qu'on a, on peut démultiplier ça, mais d'une manière grandiose. On est une fractale de la source créatrice. Notre conscience est une fractale de la source créatrice. Quand les textes religieux chrétiens disent vous êtes fait à l'image de Dieu, c'est vrai dans le sens, pas les corps, la conscience. La conscience. Donc nous avons une partie de créateur en nous et nous avons les mêmes pouvoirs de création. En moindre mesure, bien sûr, mais le même système. Voilà. Et ça, quand on a compris ça, eh ben, on va commencer à produire des pensées positives et à imaginer et visualiser un futur positif. C'est comme ça qu'on crée notre réalité. Mmh. Je regarde pour les questions. Est-ce que ah oui, quelqu'un demande où sont partis les involutifs parce que tu dis qu'en 2021, ils ont été balayés, on va dire, de la planète Terre par la Confédération et ils ont dû retourner dans leur lieu de leur planète, leur système solaire, etc. Alors, par l'Alliance terrestre, qui est en fait une création un compound, un lien de la Fédération galactique et les militaires, les organisations militaires positives sur Terre, notamment l'US Navy qui est à la tête de tout ça. Et cette alliance terrestre a été l'organisation qui a nettoyé tous les souterrains, les bases souterraines, tout ça, pendant que dans l'espace, il y avait une bataille, mais ça c'est uniquement les extraterrestres qui combattaient
les extraterrestres. Voilà. Chacun s'occupe de son domaine, en fait. Voilà. Et en 2021, ça battait plein fouet. Et en 2022, finalement, ça a été fini. Ça a été fini. Alors oui, ils sont partis. Alors, on les emmène aux frontières du système solaire, déjà. Et après, on les envoie. Alors, on leur donne un choix. Et c'est toujours au niveau du choix. C'est à chaque étape. Premièrement, on donne le choix, le libre arbitre. C'est très, très important, ça. On ne va pas aller arrêter quelqu'un. Viens, toi, tu fais du mal, on t'emmène en prison. C'est pas comme ça que ça marche. Ils suivent les lois plus évoluées de l'univers, du cosmos. Ils donnent le choix. Est-ce que vous voulez faire un effort, essayer de changer et essayer de réparer vos méfaits, ou est-ce que vous voulez continuer à faire ce que vous faites et ne pas changer? Et là, tu leur donnes le choix. Et s'ils choisissent de ne pas changer, non, je suis méchant et je resterai méchant. Là, on les emmène dans des mondes prison. Et alors là, c'est la même chose. Jusqu'à ce qu'ils décident de changer et d'arrêter de servir le chemin destructeur. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et s'ils disent oui, ils sont envoyés chez eux. Mais ils ne peuvent pas mentir parce que c'est une question de fréquence. On le sait. La fréquence change. Donc, voilà. Donc en fait, mais parce que je sais que c'est, comme on en parlait à l'instant, tous les reptiliens, etc., sont pas forcément tous négatifs. Donc il y en aurait peut-être encore, mais ceux qui restent, c'est des bienveillants ou des neutres, on va dire. En fait, les reptiliens positifs, on va dire, qui font partie de la Fédération galactique, n'ont aucune interaction avec la planète Terre. Tout cela, c'est pour pas mélanger des pinceaux aux gens. C'est très bien fait. Il y a énormément de races reptiliennes très évoluées, même très spirituelles. Il y en a même sur Mars. C'est des gens adorables. Mais concernant la Terre, les reptiliens positifs, on va dire, pour utiliser ce langage, ne sont pas autorisés parce que, tu vois, c'est pour des raisons de ne pas créer de confusion. Donc, il y a les seuls reptiliens qui restent sur Terre, ce sont ceux de l'intraterre, les Nagas, et ceux qui ne sont pas fauteurs de troubles. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, il y a une question. Bonjour, est-ce que les vaisseaux sont représentés comme dans les films? Parce qu'on voit souvent en fait moi, mon point de vue là-dessus, et tu me diras si tu confirmes ou pas, les vaisseaux de tôle, on va dire, de métal et tout ça, c'est plus peut-être involutifs si on veut dire, mais les bienveillants ou ceux qui sont plus évolués, ça va plus être des vaisseaux vivants, organiques, peut-être qui peuvent être transparents ou qui. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Moi, je pense qu'il y a de la vérité là-dedans. C'est pas une règle générale parce qu'il y a des vaisseaux de culture positive qui sont faits de métal, mais dans un gros sens général, quand tu es plus évolué en conscience et tu vas pouvoir accéder et développer des technologies qui marchent plus avec la conscience et en harmonie avec l'univers. Et il y a des vaisseaux qui sont vivants, hein. C'est comme ce sont des êtres vivants. Et ça, plus tu arrives dans des civilisations évoluées en conscience, plus tu rencontres ce genre de choses. C'est pas un truc général, hein, mais en large perspective, oui, tu vas. Je sais pas tout le monde qui a ça, mais dans une perspective plus large, on arrive à des choses quand même extraordinaires, hein. Moi, je vois le Nibiru, le vaisseau de Ea, Enki, c'est une chose extraordinaire, hein. Moi, j'ai vu son core engine, le centre de son moteur, en fait, hein, on va dire. Dans tous les vaisseaux de la Fédération que j'ai visités, fonctionnent tous avec des champs de torsion.
Alors, ça, c'est champ de torsion. Bon, j'ai très, très bien expliqué avec les vidéos de Chris Esson. Je recommande Chris Esson, sa chaîne, un scientifique, un ingénieur avec qui je travaille. C'est mon conseiller scientifique, Chris. Il explique ça très bien. Les champs de torsion sont des champs créés par un champ de plasma électromagnétique. Ça peut être du mercure chauffé, enfin, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais alors, le Nibiru, la technique, la technologie Anunnaki, c'est différent. Déjà, c'est différent. Moi, je suis montée dans une navette plusieurs fois. Les navettes, tu sens pas l'accélération, mais tu sens tous les mouvements. Tandis que dans un vaisseau de la Fédération, n'importe quel autre vaisseau dans lequel je suis montée, tu sens rien, tu sens même pas que tu te déplaces, parce que l'habitat est à son propre champ de gravité. Mais alors, dans une navette Anunnaki, tu t'assois, tu as 3 ceintures de sécurité qui se foum, 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 3 anneaux, qu'est-ce qui va se passer, tu vois, et tu comprends vite. Mais alors, le Nibiru, ça marche, comment ça marche? C'est incroyable, ça. C'est un être vivant. C'est l'enfant de Ia. Ia, c'est son père, parce que c'est lui qui l'a créé. Et il ne répond qu'à lui. C'est magnifique. Et le centre, c'est une âme. J'ai vu l'âme de ce vaisseau qui est aussi gros que la Lune. Il est magnifique. C'est magnifique. C'est une grande boule crépitante bleue avec des petits éclairs. Et c'est une conscience qui est puissante et qui est pleine d'amour, qui rayonne de l'amour. C'est impressionnant. Et je dis à Aya, mais comment tu as fait pour créer une âme depuis la source? C'est parce que qui peut faire ça, quoi? Il peut le faire. C'est un alchimiste, c'est un généticien et c'est un scientifique. Et voilà, et tu vois cette âme, tu vois cette boule, c'est un être. Et tout le vaisseau, c'est son corps. Et c'est magnifique, hein, c'est vraiment, c'est splendide. Et c'est la source d'énergie, c'est cette boule de conscience, c'est cette âme. C'est comme le corps humain. Voilà, ça va créer ce qu'est le vaisseau voilà. C'est magnifique. Hein. J'ai du mal à m'exprimer en français. D'habitude, j'ai tout mon vocabulaire en anglais, donc je m'excuse pour le vocabulaire très simple. Je cherche. Je regarde les nombreuses questions, mais je ne sais plus où on était dans l'histoire de la planète Terre. On avait arrêté, je ne sais plus exactement où. L'arrivée des gris. Est-ce que tu veux peut-être continuer et on prend quelques questions à la fin? D'accord. L'arrivée des gris dans les années 40. Les gris, pareil, les gris, tous ne sont pas mauvais comme dans l'univers. Il n'y a aucune culture ou aucune race qui a le monopole du négatif ou du positif. Hein. La dualité est de partout. Donc les gris, les nébous sont des ébanes, ils sont encore en vie mais différemment maintenant, des ébanes de Bételgeuse, des grands gris. Ceux-là ont créé une alliance des 6 avec différentes autres cultures, notamment les petits gris de Zeta Reticuli qu'ils ont réduit en esclavage. Et ils ont voulu la Terre pour eux-mêmes, hein, mais la Terre, il y avait déjà les reptiliens, il y avait déjà les Sicars, il y avait déjà la faction Anunnaki d'Enlil qui était là, derrière on va dire le chapeau pointu là. Je ne veux pas te faire détruire ta chaîne YouTube. On va dire le petit chapeau pointu. Voilà, c'est fait. Il y avait déjà du monde. Donc les gris se sont dit, voilà, on va faire un deal avec les Sicars. Donc les Sicars, à l'époque, sont rentrés dans l'alliance des 6. C'est une alliance commerciale, une alliance d'intérêt. Ils ont partagé les profits. Profits sur quoi? Sur la traite humaine. Voilà, ça c'est moins sympa, mais c'est la vérité, hein, c'est pas grave à dire. La traite humaine, pour différentes raisons. Et avec l'appui des gouvernements. Donc, comme les gouvernements ont décidé de faire un accord avec eux, ils ont été trompés, la Fédération Galactique, qui avait essayé d'avertir tout le monde, hein, ne signez rien avec eux, avec les grilles, s'il vous plaît, ne le faites pas, c'est votre choix, mais on recommande que non, s'il vous plaît, vous êtes perdus, etc. Ils l'ont fait. Ça, c'est toute l'histoire des rencontres Eisenhower. Ouais, c'est ça, j'allais dire, ouais, justement. Ouais. Voilà. Il y a quelques présidents américains en arrière. Ouais. Voilà, c'est ça.
c'est bon, j'ai encore du temps. Là, je peux en 2 mots, parce que ça c'est important quand même. Hein. C'est un élément de l'histoire qui est très très important. Dans les années 40, la fédération et les grilles commencent à faire contact avec la Terre. Alors, les grilles commencent à faire contact avec la Terre. Roswell, c'était un cheval de Troie, voilà, pour déjà envoyer de la technologie sur Terre, avec un gris qui était un synthétique qui a, soi-disant, rescapé, qui a dit, ben voilà, la technologie que nous avons, c'est bien, hein, ben, on peut vous l'offrir avec des conditions. Voilà. Ça, c'était Roswell. Voilà. Et alors, ça commençait à tomber de part et d'autre sur le globe. Alors, la fédération a dit, bon, il faut quand même qu'on avertisse ces gens qui sachent exactement ce qui est en train de leur tomber dessus, littéralement. Donc, la fédération galactique a fait contact avec différents gouvernements. Donc, on a des records, hein, des traces, des archives, des rencontres de l'administration Eisenhower. Premièrement, en 1954. C'est la Fédération Galactique qui a pris contact avec Eisenhower, qui, lui, a été tout à fait d'accord pour signer un accord de protection avec la Fédération, ce qu'il a fait d'ailleurs. Donc ça protégeait en général tout le monde. Mais une année après, en 1955, il y a eu une deuxième série de rencontres, cette fois-ci avec l'Alliance des Six, c'est-à-dire les grands gris de Betelgeuse et les draco-reptiliens, les Sicars, qui font partie de la même alliance économique d'intérêt. Et les draco-reptiliens Sicars, eux, eh ben, il y a une chose quand même qui est bon de rappeler, c'est qu'ils sont à l'origine de la flotte noire, Dark Fleet. Ce sont eux qui ont collaboré, qui ont aidé les nazis à développer leur technologie, les Honnebu, tout ça. Bon. Enfin, bref, ce petit monde-là arrive. Eisenhower est invité dans la soucoupe, il redescend, il est très choqué, il dit non, ça va pas du tout, non. Il refuse. Mais le truc, c'est que derrière son dos, c'est pour ça qu'il y a une série de meetings. Derrière son dos, il y a eu un meeting après avec le Majestic 12, le groupe du Majestic 12 qui a été créé juste après Roswell. Là, c'est après Roswell que on va dire la CIA a été créée et ensuite le Majestic 12. Et eux ont signé avec les gris pour autoriser les gris à prendre à faire la traite humaine en échange de technologie. Les gens ont été bien bernés, le gouvernement a été bien berné parce que la technologie donnée en retour, c'était minime et les abductions qui devaient être juste une centaine de prisonniers, je ne sais plus quelle prison, bref, ça s'est développé à peu près 1 million chaque année d'abductés. Voilà. Il y a énormément aux États-Unis. Après, il y en a partout dans le monde, mais j'imagine, ça dépend des pays qui ont signé avec, ou c'est quand ils ont signé, c'est pour la planète au complet? Non, ça dépend des pays qui ont signé. Ouais, c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y en a énormément de cas Voilà. et les gens, ils sont pris pour des fous, mais il y a quand même Voilà. beaucoup de Il y a gens beaucoup ouverts d'esprit aux États-Unis. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des pays où les abductions ont été extrêmement rares. Voilà, comme ça. Voilà le truc. J'essaie de regarder les questions, mais il y en a on me les envoie, mais il y en a tellement que j'essaie de voir lesquelles sont sur le sujet un peu. Jean-Michel demande les Néphilim sont qui? Apparaissent quand et quels étaient leurs rôles? Alors, les Néphilim sont des hybrides entre des Anunnaki et des humains. Voilà. Ils n'avaient pas vraiment un rôle négatif, hein, c'était juste des produits, des expériences génétiques, en fait.
Christian, quand et par qui ont été construites les cités souterraines? Mais ça, c'est un peu vague comme question parce que des cités souterraines, il y en a énormément, puis ça à différentes époques. Je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais répondre là-dessus? Je conseille de regarder sur ma chaîne anglaise. Malheureusement, c'est en anglais. Je suis allée à Göbekli Tepe, je suis allée à Derinkuyu et d'autres cités souterraines. Je suis allée dans Derinkuyu et j'ai fait des vidéos là-dessus. Donc, ça s'appelle Journey to Mesopotamia, Derinkuyu, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez les trouver et je raconte tout. Et j'imagine sur ta chaîne YouTube, pour les gens qui comprennent pas l'anglais, et j'imagine il y a une façon d'activer les sous-titres, Oui, 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 il y a la j'imagine. petite roue avec CC et il y Ok, a, voilà, oui, oui. ok. Ouais. La question que beaucoup se demandent depuis longtemps, va-t-on enfin pouvoir voir nos amis de l'espace sur Terre de façon officielle et concrète cette année? C'est chaque année, il y a la même question, mais parce Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas attendre sur des sauveurs externes. C'est oh, ça non, non, non. aussi. Oh là là, faut arrêter les narratifs de on va être tous sauvés. Non, non, ça du Ouais. BS. Euh, il faut d'abord que l'état profond soit parti. Les extraterrestres, en fait, sont déjà parmi nous depuis vraiment très très longtemps. Ils peuvent être à l'image de nous. Ils peuvent ressembler à n'importe qui, sont déjà dans la population infiltrée. Ils ont travaillé avec les gouvernements depuis des années 50, hein, le Solar Warden, qui a été créé par le US Navy et l'Alliance, la Fédération Galactique. Il faut d'abord que l'état profond s'en aille. Et ça, c'est notre travail sur Terre. Mm. Ah, il y a beaucoup de regroupements en coulisses hein, qui travaillent, donc chacun a son rôle et il n'y a pas de petit rôle non plus. Non, tout à fait. Sans tomber dans le rôle du sauveur ou de la victime, et comme d'habitude. Hein. C'est un travail d'équipe à l'échelle planétaire. Ouais. Question de quelqu'un qui demande, est-ce pour cela que l'accès au pôle sud est interdit, il se cache là-bas? Justement, l'Antarctique, c'est toujours un sujet aussi. Non, alors la flotte noire a été évacuée de l'Antarctique en 2001. J'avais un contact qui travaillait à McMurdo, à la base McMurdo à l'époque, qui donnait contacts vérifiés, hein, qui donnait des informations fraîches hein, avec toutes les populations allemandes venant du pôle sud qui évacuaient par bateau vers l'Argentine. L'Argentine, oui, c'est encore un fief des nazis, ça. Hitler a fini ses jours. Bah, Bref, justement, ouais, c'est voilà. pas l'opération Paperclip qui est allée aux États-Unis, mais Oui, oui, il est oui, oui, parti oui, après la Deuxième Guerre mondiale et allé en Argentine c'est pour ça. ensuite transiter, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Enfin, il y a eu un exode vers l'Argentine, mais il y a aussi eu un exode vers les États-Unis. Toutes les têtes pensantes, les scientifiques sont allés travailler pour le côté sombre du gouvernement. Euh, François demande, qu'en est-il des clones humains créés sur Terre qui sont... c'est ça, qu'en est-il des clones humains créés sur Terre? C'est déjà une réalité, ça, je veux dire, on le voit, hein, et en Chine, on peut déjà cloner son animal de compagnie. Ouais, Donc, ouais. on sait très bien que si c'est public, ils font pas juste ça sur des petits chiens. Ça, je n'ai pas vraiment d'informations à ce sujet-là. Je sais qu'il doit y en avoir dans la population. Mais le clonage, c'est quelque chose qui est quand même sauvage et qui n'est pas en accordance avec les lois de l'univers, les lois cosmiques. Parce que le clonage implique que il doit y avoir une âme, soit une intelligence artificielle à l'intérieur du corps cloné, soit une nouvelle âme. Donc déjà, il faut savoir comment faire venir une âme. Ça, c'est très fort. Alors, en général, on n'a pas cette technologie là disponible encore, donc c'est plutôt une intelligence artificielle qui va être mise dans les clones. Voilà, ça c'est plus facile et ça ils savent faire ici. Ouais. Voilà, euh, et ils sont très bons avec ça. La question aussi classique de Niels, est-ce que pour vous, l'homme a marché sur la Lune? Oui, 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 et il y a même des documents hein, qui ont été cachés et qui sont ressortis.
comme quoi, oui, ils ont marché sur la Lune, ils sont allés plusieurs fois. Et le truc, c'est qu'il s'est passé des choses là-bas. Ils sont trouvés nez à nez avec des vaisseaux qui étaient déjà là et que William Tompkins décrit très, 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 très bien. Hein. William Tompkins était dans la salle de on va dire, je sais pas si c'était Cap Canaveral ou je sais plus où c'était, à Houston, probablement. Je ne sais plus. Il était là et il a vu les images et le fil qui a été coupé pour pas que ce soit rendu public. Et il a vu une fraction de seconde. Il avait un regard très photographique, William Tompkins. Il a pu dessiner les vaisseaux. Il a tout dessiné. Et ça, c'est publié dans ses livres. Mais est-ce que pour quand ça a passé à la télé, tout ça, parce qu'en plus, à part, j'ai vu ça récemment, je sais pas si c'est, on voit le président parler au téléphone avec le gars qui est sur la Lune, donc il y a eu des mensonges là-dessus, mais ils sont allés, mais peut-être pas comme ils l'ont montré Voilà, c'est au ça. moment même, c'est ça? Ils ont bien épuré, ils ont bien épuré. Et il y a des théories qui disent qu'ils les ont fait filmer certaines scènes en studio pour intercaler, parce qu'il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas montrer. Ouais, ok, ouais. Ça fait du sens. Les extraterrestres leur ont dit ok, on vous autorise à faire ces missions-là, mais vous avez droit à tant de missions, mais au bout d'un certain nombre de missions, vous allez vous arrêter. Il va falloir que vous arrêtiez là, parce que sinon, ça va mal se passer. Et ça, c'était la flotte noire. Et les... Ok. Il y a Caro qui demande ces formes primitives qui étaient déjà sur Terre avant l'arrivée des premiers E.T., qui les avait amenés là? Est-ce que c'est comme les animaux, ça s'est créé par... Ça s'est développé naturellement. Naturellement. Ok. Adrien, est-ce que notre planète cache des terres dont nous n'avons pas connaissance? En d'autres termes, est-ce que la Terre est telle qu'elle nous est représentée? Ou est-ce qu'elle est peut-être plus grande? Non, elle est exactement telle qu'elle nous est représentée. Je sais, je l'ai vue d'en haut. Ok. J'étais bien placée pour en parler. Sophie, les vaisseaux en forme de cigare, d'où viennent-ils? Ah, J'imagine super c'est... question. Oui, des Pléiades. Alors, c'est des vaisseaux qui sont fabriqués dans les Pléiades. Et il y a deux civilisations qui les utilisent. Les Pléiadiens nordiques, comme on dit, de Héra, de Taygeta, ce qu'on appelle Taygeta, Maya et je ne sais plus un autre. Mais il y en a aussi à Alcyone. Et Alcyone, c'est des régressifs, hein, ou involutifs, comme vous dites. Ça, ce sont des régressifs. Et ils ont offert ces cargos, ce sont des cargos tubulaires aussi à la flotte noire. Donc, Solar Warden, les positifs, ont ces vaisseaux pléiadiens, ces cargos, mais les régressifs les avaient aussi. Donc, on les trouve partout. Donc, quand on voyait un cargo cylindrique, on ne savait pas à qui on avait affaire. Maintenant, on sait puisqu'ils ont été, les mauvais ont été éjectés. C'est que positif maintenant. Voilà. Okay. Alors, ce sont des cargos qui transportent des vaisseaux de reconnaissance, des petites soucoupes volantes là, comme on dit. Sur longue distance. Et en fait, ces engins tubulaires ne se déplacent pas physiquement, ils se téléportent. Ce sont des moyens de transport interdimensionnels. Voilà. Ok. Question peut-être difficile à répondre. Ezio demande, bonsoir, est-ce que le taux actuel d'êtres humains éveillés, quel est le taux actuel d'êtres humains éveillés et combien en faut-il pour que cette civilisation change? Le taux, je ne sais pas, ça monte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus, tu sais, quand on dit éveillé, quand on se dit éveillé, déjà quand on pense qu'on est éveillé, je pense qu'on ne l'est pas, parce que je ne sais que je ne sais rien. Et après, c'est aussi un peu l'ego humain, c'est pas pour viser la personne, mais c'est que on se pense éveillé quand on s'intéresse à certains sujets, mais en même temps, on connaît peut-être, c'est comme l'aiguille dans la botte de foin, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est à plusieurs niveaux. Hein. Moi, je prends mon expérience personnelle. Quand je me suis réveillée
à qui je suis vraiment. Une starseed, quand j'ai compris que j'étais une starseed, c'est le premier stade de l'éveil. Après la nuit sombre de l'âme, on est tous passés par là, et ceux qui ne sont pas passés par là le passeront. Et ensuite, tu découvres d'où tu viens. Mais ça, c'est le début. Et alors là, il y a deux chemins. Il y a un chemin de l'ego et il y a le chemin continuel, le développement spirituel. Et si tu choisis le développement spirituel, tu vas faire des recherches toi-même et tu vas découvrir de plus en plus la nature de ta conscience, la vibration d'amour, l'humilité, l'interconnexion, tout ça. Et ça, c'est à plusieurs niveaux, tu vois. Donc, être éveillé, ça ne veut pas dire tout de suite on sait tout. C'est un chemin, c'est le début du chemin. Voilà. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a 3 ans environ, quand j'avais découvert une de mes origines, parce que je pense qu'on n'est pas juste originaire d'un endroit, Non. j'avais découvert que j'étais avien bleu, Mhm. donc les grands humanoïdes, pour les gens qui ne savent pas, les grands humanoïdes oiseaux. Euh, et j'avais fait justement aussi un portrait galactique avec David Rousseau, qui m'avait dessiné en avien bleu, qui confirmait l'information que j'avais reçue, le voyage que j'avais fait. Mais c'est vrai que ça, tout de suite, je me suis tout de suite dit dans les premiers jours, attention de ne pas tomber dans l'ego et de moi, je suis, regardez-moi. En fait, j'ai mis l'information de côté. Ok, je suis au courant d'une de mes origines, mais ça change pas qui je suis et je continue ma vie de tous les jours, quoi. Exactement. Voilà. Dans cette vie-là, je suis française, mais ce n'est pas qui je suis. Je ne veux pas dire, hey, je suis française, tu vois. Comme tu dis, hey, je suis un avion bleu. On s'en fiche. C'est ce que Ouais, les gens regardent, c'est nos actions, c'est qui on est. ouais, Bon, quand j'ai découvert que j'étais une starseed, j'ai découvert que je venais de ma vie précédente, qui est dans le futur, d'un corps de pléiadien, voilà, sur la planète Hera, dans les Pléiades. Et je me suis dit, oh, je suis pléiadienne. Non, j'étais pléiadienne la vie d'avant, mais je suis pas pléiadienne, en fond, en fait. Je viens d'une autre galaxie et je me suis incarnée sur différents mondes, à différents endroits, voilà. Et ça, je l'ai découvert au fur et à mesure que le processus s'est passé. Puis après, il y a un truc aussi, les gens il y a des gens qui peuvent être choqués. Mais tu as changé, tu n'es pas la même personne. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu es un droïde, tu es un clone, c'était pas la même. Mais en fait, les gens, je vous montre l'exemple. C'est comme ça que ça se passe. Vous allez tous y venir. Vous allez tous être différents au bout d'un moment. Vous allez tous rayonner qui vous êtes vraiment. Et c'est un bliss, c'est un bonheur. Il n'y a rien qui peut nous faire tomber. C'est être en pleine connaissance de qui on est. Et vous allez y arriver. Et il y a plein qui y sont déjà. Oui, oui. ouais, Où est ouais, votre monde, où est la maison, en fait, la planète où pour la première fois votre âme a été fractalisée de source et s'est développée. Quelle belle aventure. ouais. C'est toujours de rester suivre la petite voie intérieure, dans l'amour et dans l'humilité, surtout avec tout ce qui peut se présenter, quoi. Ouais. Je regarde encore les questions. Est-ce que la Lune est un satellite artificiel? Oui et non, c'est un satellite naturel avec fait en roche, mais à l'intérieur c'est tout creux, en fait. Hmm. Voilà, c'est David tout. Rousseau en parle aussi dans son livre, je pense, dans un de ses livres, un des premiers livres, je pense. Il y a plusieurs étages, je pense, et comme une base souterraine, mais dans une planète, quoi, dans un satellite. Il y a même des vidéos où on voit des cratères qui s'ouvrent et des vaisseaux qui rentrent. Ouais, ouais. Mm. Hmm. Oui, j'ai visité Y d'ailleurs et a-t-il- c'est impressionnant. Oui. T'as visité la Lune? Oui, une fois parce que c'était un peu sous couverture parce que comme c'est l'alliance terrestre qui en contrôle la Lune, comme je suis incarnée dans un corps de terrienne, je n'ai pas le droit, il me faut l'autorisation des Hmm. terriens, des humains, tu vois. Donc j'étais amenée par la Fédération Galactique en me faisant passer pour une des leurs.
Et c'était assez sympa. Oui, mais j'ai vu toutes les usines où ils fabriquent les lits médicaux, des voitures à énergie libre, et on m'a montré comment on faisait les lits médicaux, mais c'est incroyable, c'est immense, c'est une usine géante, quoi. Ça grouille là-dedans, c'est une activité, c'est incroyable. J'ai pas vu tous les niveaux, je suis juste allée à 2 endroits, mais ça m'a suffi pour comprendre un peu ce qui se passe là. C'est waouh, waouh. Quand tu te, quand dans les occasions où tu t'es déplacé physiquement, est-ce Oui. que tu rentres carrément comme tu montes dans un vaisseau à pied et tu te déplaces, ou est-ce qu'il y a, ou est-ce que c'est téléportation, ou est-ce que c'est les deux? Alors, c'est téléportation, parce que ça, c'est le moyen le plus sûr. Je vis dans une zone urbanisée, donc un vaisseau ne peut pas atterrir. Donc, on me donne Mhm. notice dans la journée et ensuite 10 minutes avant, je ne sais jamais quand, c'est pour des raisons de sécurité, je suis téléportée, voilà. Et c'est pas drôle. C'est pas drôle. Dans quel Mais sens? c'est les premières fois, tu vomis, hein, c'est dur. Hein, parce que ces corps sont pas encore habitués à ça. Après, les corps s'y habituent, s'y habituent. Alors parce que il n'y a pas seulement tu es téléporté physiquement, mais aussi tu es téléporté parce que ce sont des vaisseaux 5e densité. Alors, tu dois porter une ceinture, tu es téléporté avec une ceinture interdensité qui va réguler ton corps physique à ce que tu puisses être euh, solide en même temps qu'eux. Tu vois ce que je veux dire? Et eux Mhm. aussi. Donc c'est pour ça qu'on peut aller sur des endroits où des humains travaillent, comme la Terre, comme la Lune, comme d'autres endroits dans le système solaire, en étant tous au même niveau de vibratoire, grâce à la technologie, grâce à soit ces ceintures, soit ces combinaisons. Voilà. Et il faut un peu d'ajustement au début, tu te sens un peu, tu sais, comme le mal de mer, mais ça passe, on s'y habitue. C'est bien les premières fois, c'est pas drôle, mais on m'a promis que ça allait aller mieux, mais ça s'est allé mieux. Maintenant, ça va. J'ai, j'ai vu justement un film l'autre jour, je me souviens plus du nom, mais c'était une personne qui se déplaçait dans le temps, et justement aussi quand elle se déplaçait dans le temps, elle réapparaissait ailleurs, elle se sentait aussi comme pas bien sur le moment, et la Ah personne oui, lui disait bah au début c'est normal, mais après tu t'y fais petit à petit. on s'y fait parce Ouais. que la fréquence s'ajuste. Hein. Et alors, moi, j'y vais régulièrement. Et à force, à force, à force, tu sais, ma fréquence change. Et en même temps que je me reconnecte à qui je suis, etc. Et, et du coup, ça devient de plus en plus facile. Mais du coup, ça devient de plus en plus difficile de vivre sur Terre. Tu vois ce que je veux dire? Le corps a des fois des défauts qu'il faut réguler. L'alimentation a changé complètement. Je suis devenue végane comme ça. Parce que si j'essaye de manger de la chair, déjà, je ne voulais pas au niveau de l'éthique, mais si j'essaie de manger de la chair, je suis extrêmement malade. C'est un empoisonnement vibratoire. Des choses comme ça. Mais c'est bien, moi, je suis très bien comme ça. C'est impeccable. Et donc en fait quand tu te téléportes, c'est vraiment ton corps, il reste pas sur le lit par exemple, Bon, il part donc ok. voilà, Hmm. voilà. Et alors aussi, ils peuvent me retéléporter en arrière dans le temps. Hein, ça, c'est euh, Ah, quand. pour pas avoir perdu ce qui s'est passé si jamais il y a des personnes qui passent ou Voilà, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Et et s'il y a m'envoyer. des gens qui tombent sur cette vidéo qui sont pas dans qui s'intéressent pas à tout ça, et ok, ils ont fumé du bon. C'est pas grave, mais c'est pas grave. Ils viendront. C'est le libre choix. Ils viendront à ces réalités tôt ou tard. Voilà. Pourquoi ce qui se passe sur la Terre actuellement est si important pour l'ensemble de la galaxie? Question de Barnabé. Oui, alors, merci Barnabé. C'est une très bonne question et c'est assez crucial parce que c'est ce qui s'est passé dans le système solaire, notamment en rapport avec la Terre, qui a sauvé l'avenir de la galaxie, en quelque sorte. Parce que la ruche des Nébus, des grilles d'Orion, a été démantelée, détruite. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose dans ce système solaire. Les responsables des envahisseurs Eban qui sont venus sur Terre ont été attrapés en 2021 et on a réussi, ils ont réussi, c'est la Fédération Galactique qui les a
attrapés et qui a réussi à décrypter le code de la ruche, finalement. Et ils ont envoyé un petit virus malin qui a tout détruit. Et donc, du coup, le sort de la galaxie a changé parce que oh, Ah, ça a coupé, elle a quitté, donc on va l'attendre. En plus, c'est drôle, je lui ai dit avant de commencer, si jamais ça coupe, mais c'est jamais arrivé, tu fais juste revenir sur le lien, je le dis et ça arrive. Merci, parfait. On va l'attendre. Je vais juste voir si elle m'a contacté. Sinon, en attendant, ben, la semaine prochaine, 24 janvier, mercredi 24 janvier, même heure, 14 h, heure du Québec, 20 h, heure de France, les contacts galactiques de Elena sur ma chaîne YouTube. C'est aussi sur mon Facebook. Euh, N'hésitez pas à aller voir le site web aussi, alliancepacifique.podia.com. J'ai ajouté le calendrier il y a 2 jours. Il y a vraiment des nouveaux invités, des nouveaux sujets qu'on n'a jamais parlé encore avant. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. J'ai le deuxième ou troisième. Je pense il y a quelqu'un qui me demande les 3 livres de David Rousseau. J'ai euh, j'ai lu le premier, le deuxième, le troisième, ou je sais pas si c'est le deuxième ou le troisième. Je l'ai, mais je l'ai pas encore commencé. Ouais, David Rousseau aussi, ça serait bien de l'avoir en conférence. Mais d'ailleurs, si jamais tu regardes David, contacte-moi. Je sais que c'est comme impossible de te contacter. Donc voilà. Il y a Jean-Charles Moyen aussi, que ça serait cool d'avoir. La partie 2 mercredi prochain, elle est aussi sur YouTube, gratuite pour tous. Je regarde un peu vos commentaires. On attend Elena encore un petit instant, voir si elle revient. Hop, elle revient. On voit que ça lag de son côté, vous voyez. Ça doit être la connexion Internet. C'est ça, elle a dû se téléporter, en fait, c'est ça. On va attendre. Je vois qu'elle est connectée, mais la connexion est pas très bonne. Elena, je sais pas si tu m'entends, mais je te vois pas. Je vois que tu es connectée, mais je te vois pas. Je vais. Désolé, je suis en train de communiquer avec elle. Essayer de la retrouver. N'hésitez pas à aller sur révélation point média. Révélation avec un S. C'est un nouveau blog, un média que j'ai créé récemment, depuis Noël. Donc, il y a vraiment, on met des articles quotidiens par divers auteurs. Donc, allez voir, il y a vraiment beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses présentées différentes. Donc, voilà, voilà. Et merci pour les partages, pour faire connaître le média Révélation au plus de personnes possible.
téléportée, elle a été. Je regarde les commentaires, il y a des petits comiques qui font des blagues. Désolé, si jamais ça dure trop longtemps, on va couper, mais restez connectés. Ah, elle m'a envoyé un message vocal juste un instant. Ok, elle va réessayer. Problème de connexion. Euh, on va attendre un petit 2-3 minutes et on espère qu'elle va revenir. Sinon, bah, la bonne nouvelle, c'est que ça fait déjà 1h15. Donc, on a eu quand même beaucoup d'informations. Et sinon, bien sûr, la semaine prochaine, mercredi 24 janvier, ça va être le jour de mes 40 ans. On va avoir Elena pour une partie 2 sur ses contacts galactiques. Tac, je regarde aussi les questions qui étaient envoyées. Ok, une petite minute encore et sinon on quitte. Il y a 700 personnes en live, c'est fou. Merci à tous d'être ici. Si vous découvrez l'Alliance Pacifique, n'hésitez pas euh, à aller sur, je peux le mettre ici, bah, tout est en description en fait, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Cliquez sur la petite description, vous allez voir le lien alliancepacifique.podia.com ou alors tapez-le directement alliancepacifique.podia.com. Je viens de rajouter le calendrier du mois de février. Je peux vous le partager vite fait si vous voulez, avant de se quitter, si jamais Elena ne revient pas. Il va y avoir donc mercredi 24 janvier, c'est avec Elena pour les contacts galactiques d'Elena. Lundi 29 janvier, ça va être avec Marie-Christine, vibralisation, soins de la fréquence de Marie-Madeleine. Il y a Yvan Poirier qui va être là. Oups, ok, j'ai perdu l'image. Yvan Poirier qui va être là pour deux rendez-vous le 31 janvier et le 7 février sur le thème de l'amour paradoxal à l'amour véritable. Il y a un atelier de dessin, c'était bien avec Fabienne Adé qu'on a fait en décembre et qu'elle revient. Je l'ai réinvitée parce que ça avait beaucoup plu. On va faire sur le thème harmoniser une part de soi.
Il y a aussi, n'hésitez pas si vous êtes attiré vraiment par les baleines, les dauphins, ces énergies-là. Il y a Jézabel qui organise avec moi une expédition. Elle, elle va aller en personne à Hawaï pour faire une expédition où vous pouvez suivre cette expédition-là dans le confort de votre foyer pour un petit don. Donc, tout est expliqué sur Révélation avec un S.media. Il va y avoir des vidéos où elle part en zodiaque directement voir les baleines qui ont accouché récemment justement avec les baleineaux et tout ça. Donc, ça va être vraiment des belles énergies. Il va y avoir aussi un live le 8 février. Et un nouvel invité, un superbe invité fin février, ça va être Philippe de Harburn, la conscience créative de l'homme nouveau. Un homme qui a vécu beaucoup de choses, dont la fusion et aussi des contacts avec certains êtres, va être avec nous en fin février. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça sur alliancepacifique.podia.com. Il y a le groupe Facebook aussi. Je profite pour faire de la pub. Et Elena, toujours pas revenue, mais je pense pas qu'elle va revenir. Je regarde une dernière fois, pas de nouvelles. Donc, voilà, voilà. Merci en tout cas de votre précieux temps. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous avez manqué le début, vous pouvez retourner au début. Une fois que la vidéo finit, je pense, vous pouvez retourner au début, voir le début de la conférence. Il y a eu beaucoup d'informations, des pépites qu'elle nous a partagées. Ouais, c'est sa connexion. Déjà au début de la vidéo, il s'est coupé un tout petit peu. Donc j'imagine que c'est ça. Après, on peut mettre ça sur ils veulent la couper et tout ça, mais on sait jamais. Donc voilà, voilà les amis. On se retrouve mercredi prochain. Donc là, c'était un direct. Vous êtes peut-être sur la chaîne YouTube de l'Alliance Pacifique, sur le groupe Facebook de l'Alliance Pacifique, le groupe privé, ou sur mon compte Facebook Arnaud Malher EP. Vous pouvez me rajouter aussi, me suivre là-dessus. Je mets pas toujours les mêmes choses partout. Et n'oubliez pas sur la chaîne YouTube de cliquer sur la petite cloche, activer les notifications. Vous allez être informé la semaine prochaine. Et voilà, voilà. Hello Alexia, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Salut Lise, François, Marie, Brigitte, Nathalie, Viviane, Sarah, Sophie, Rosalie, Jérôme, Diane, Cynthia. Merci pour les bons anniversaires en avance. Merci à tous. Merci, merci. Oui, mais c'est ça, Séverine a dit mettez des pouces en quittant le chat. Un petit pouce, ça aide à l'algorithme, ou je sais même pas comment ça s'appelle, pour que ça soit plus vu. Un petit pouce, un petit partage aussi, partagez sur vos groupes Facebook, vous avez peut-être des groupes Telegram, par courriel, le bouche à oreille, c'est le plus puissant. Merci à tous et on se retrouve tout bientôt. Ciao, ciao!